Pendant des années, j'ai observé nos dirigeants regarder vers l'Est, terrifiés par l'idée d'une guerre militaire éclatante à nos portes. Ils nous ont dit de regarder les chars, de surveiller les mouvements de troupes, de craindre le bruit des explosions. Mais dans leur obsession pour le fracas des armes, ils ont oublié de regarder nos compteurs électriques, nos chaînes d'approvisionnement, les fondations silencieuses de notre propre maison. Je vais vous montrer aujourd'hui comment la France, l'une des plus grandes puissances mondiales, et avec elle l'Europe tout entière, est en train d'être silencieusement débranchée. Ce n'est pas une invasion armée qui menace notre souveraineté en ce moment même. C'est un vol méticuleux, exécuté sous nos yeux, par des acteurs que nous avons longtemps sous-estimés. Bienvenue. Prenez le temps de vous asseoir, d'écouter, et surtout, de mettre de côté la panique que les journaux tentent de vous vendre chaque matin. Nous n'avons pas besoin de peur. Nous avons besoin de clarté. L'illusion de notre indépendance énergétique repose depuis des décennies sur un fil très fin, presque invisible pour le citoyen moyen, qui nous relie directement au sable du Sahel et aux profondeurs de la terre africaine. La réalité est brutale, mais il faut l'accepter avec stoïcisme. La Russie et la Chine n'ont absolument pas besoin d'attaquer Paris, Berlin ou Bruxelles pour nous mettre à genoux. Il leur suffit de couper ce fil. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Avez-vous déjà réfléchi à la véritable source de la lumière qui éclaire votre salon en ce moment, ou de l'énergie qui fait tourner nos hôpitaux et nos usines? La France a bâti sa puissance et son autonomie d'après-guerre sur le génie du nucléaire civil. C'était une décision brillante, une façon de s'affranchir des crises pétrolières. Mais une centrale nucléaire, aussi sophistiquée soit-elle, n'est qu'une coquille vide sans l'uranium qui l'alimente. Et pendant très longtemps, une part cruciale de cet uranium provenait de pays comme le Niger. Nous avons vécu dans l'assurance tranquille que cet arrangement perdurerait indéfiniment. C'était notre angle mort. À travers le groupe paramilitaire Wagner, ou quelles que soient les nouvelles appellations qu'ils utilisent aujourd'hui, et par le biais de contrats miniers opaques, une cupidité implacable est à l'œuvre sur le continent africain. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'enrichissement immédiat. S'emparer des mines d'uranium au Niger ou des réserves d'or au Mali et au Soudan répond à un plan bien plus vaste. L'objectif n'est pas seulement de s'enrichir, c'est de s'assurer que, le moment venu, l'Europe n'ait plus l'énergie, ni physique ni financière, de riposter sur l'échiquier mondial. C'est ce que j'appelle une strangulation à froid. Pensez-vous vraiment que les récents coups d'État en Afrique de l'Ouest et l'expulsion soudaine, presque synchronisée, de nos diplomates et de nos forces militaires étaient de simples accidents de l'histoire, ou des mouvements purement locaux? C'est une vision naïve. Nous assistons à une chorégraphie calculée de longue date à Moscou, avec le soutien tacite et financier de Pékin. Pendant que nous étions occupés à donner des leçons de morale diplomatique, la Russie envoyait des mercenaires pour garantir la sécurité de juntes militaires, en échange d'un accès exclusif aux ressources vitales. Ils ont compris quelque chose de fondamental que nous avons oublié. Rappelez-vous les mots de l'ancien stratège militaire Sun Tzu, qui résonnent aujourd'hui avec une ironie cruelle. L'art suprême de la guerre consiste à soumettre l'ennemi sans combattre. Et c'est là, sous nos yeux. Pas un seul missile russe n'a besoin de viser une centrale française. Il suffit que le navire transportant le minerai ne parte jamais du port africain. Et pendant que la Russie s'occupe de la force brute et de l'influence sécuritaire, la Chine tisse sa toile avec une patience que l'Occident ne possède plus. Pékin n'envoie pas de mercenaires armés. Ils envoient des ingénieurs, des banquiers, des contrats de construction d'infrastructures. C'est le piège de la dette. Ils construisent des routes, des ports, des réseaux de télécommunications et en échange, ils obtiennent des concessions minières pour les 50 prochaines années. La Chine contrôle déjà une majorité écrasante des terres rares dans le monde. Ces métaux indispensables pour construire nos éoliennes, nos panneaux solaires et nos voitures électriques. Nous parlons de transition écologique en Europe avec une grande fierté, mais comment pouvons-nous être indépendants si chaque composant de notre avenir énergétique dépend du bon vouloir d'une superpuissance rivale? C'est une asymétrie terrifiante. Nous avons délocalisé notre industrie, et maintenant, nous découvrons avec stupeur que nous avons aussi délocalisé notre souveraineté.
Je sais que tout cela peut paraître accablant. Lorsque l'on réalise soudainement que le sol sur lequel on se tient est fragile, le premier instinct est la colère ou le désespoir. Vous pourriez vous demander pourquoi personne n'a rien vu. Pourquoi nos élites ont-elles laissé faire? La réponse est tristement banale, le confort aveugle. Pendant des décennies, l'énergie était bon marché. Les chaînes d'approvisionnement mondialisées fonctionnaient sans accroc. Et l'illusion de la fin de l'histoire nous berçait. La complaisance a remplacé la stratégie. Nos dirigeants ont pensé en termes de cycles électoraux de 4 ou 5 ans, tandis que nos rivaux pensaient en termes de décennies, voire de générations. Mais la colère ne nous servira à rien ici. C'est une émotion inutile face à la froideur mathématique de la géopolitique. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une résilience stoïque. Comprendre le problème dans toute sa brutalité est la seule véritable première étape vers la solution. Il faut regarder la situation en face. La France et l'Europe sont piégées. Oui, la trahison de nos anciens partenaires africains, orchestrée par l'opportunisme de Moscou, a fonctionné. L'inflation énergétique que vous voyez sur vos factures, l'anxiété concernant l'avenir de notre industrie. Tout cela n'est que la réverbération de ce choc lointain. Mais l'échiquier n'est pas encore totalement fermé. C'est ici que l'histoire devient intéressante, et c'est ici que notre propre responsabilité entre en jeu. Si cette trahison géopolitique a un mérite inattendu, c'est celui de nous avoir réveillés d'un profond sommeil. Une nation ne découvre sa véritable force que lorsqu'elle est acculée au pied du mur. La riposte de l'Europe ne sera pas militaire. Essayer de reconquérir une influence perdue par la force ou la coercition au Sahel serait une erreur fatale, un gaspillage d'énergie et de vie qui ne ferait que renforcer la propagande de nos adversaires. Non, la véritable riposte, la seule qui compte à long terme, est technologique, intellectuelle et intérieure. Face à cette perte d'accès aux matières premières faciles, une stratégie de survie inattendue commence à se dessiner dans le silence des laboratoires européens et dans les esprits de nos ingénieurs. Nous devons, et nous allons, réinventer notre modèle. Cela passe par une relance massive de notre filière nucléaire, avec des réacteurs de nouvelle génération, capables de recycler le combustible usagé que nous avons déjà sur notre territoire. Saviez-vous que la France possède des années, voire des décennies, de réserves d'uranium appauvri prêtes à être réutilisées grâce aux technologies de surgénération? Le déchet d'hier était notre indépendance de demain. De plus, nous assistons à une réorganisation sismique de nos alliances. L'Europe tourne lentement mais sûrement son regard vers des partenaires plus stables, vers l'Amérique du Nord, l'Australie, ou même vers l'exploitation de nouvelles ressources sur notre propre sol continental, que nous avions abandonné par facilité économique. C'est un processus douloureux. Restructurer l'économie d'un continent entier coûte cher. Cela demande des sacrifices. Et cela exigera de nous tous, citoyens, d'accepter que l'ère de l'énergie infinie et invisible est révolue. Il va falloir faire preuve d'une discipline que nous avions oubliée. Mais voyez-vous, c'est précisément dans cette contrainte que se trouve notre salut. L'adversité est le meilleur professeur de l'histoire humaine. Les empires tombent lorsqu'ils deviennent trop lourds, trop dépendants des richesses extérieures, sans produire de valeur intérieure. En essayant de nous étrangler, la Russie et la Chine pourraient bien avoir provoqué le sursaut vital dont l'Europe avait désespérément besoin pour se reconstruire. Ils nous forcent à redevenir souverains, à repenser notre industrie, à ne plus confier notre destin à des régimes instables ou hostiles. Je vais continuer à observer ces mouvements pour vous, à décrypter ces guerres invisibles, non pas pour vous effrayer, mais pour vous armer intellectuellement. Parce qu'un citoyen qui comprend les forces véritables, qui façonnent son monde, est un citoyen qui ne peut plus être manipulé, ni par la peur, ni par les fausses promesses. Le monde change de visage, les cartes sont redistribuées. Le coup porté à notre influence a été rude, c'est un fait indéniable. Mais n'oubliez jamais que c'est souvent au bord du précipice que les nations retrouvent leur lucidité la plus perçante. Restez éveillés, restez rationnels. La véritable bataille ne fait que commencer, et elle se gagnera d'abord dans nos esprits. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer cette observation du monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait nous le faire croire.